direct. Pourquoi Maurice Kamto s'est rendu au palais d'études? Monsieur, comme MRC l'a dit, Kamto était porteur d'un courrier. Ça aussi, déjà, les gens le savent. Mais quelle était donc la teneur de ce courrier? C'est ça le plus important. Quelle était la teneur du courrier que Maurice Kamto a ramené au palais de l'Unité? Ce courrier, pour ce qu'on sait actuellement, portait sur l'affaire Bakassi. Pour beaucoup de Camerounais, l'affaire Bakassi est réglée. L'affaire Bakassi est oubliée. Mais ce n'est pas le cas en réalité. C'est parce que nous ne suivons pas ce dossier. On sait également que Maurice Kamto a été un acteur déterminant de la victoire du Cameroun face au Nigeria à la Cour internationale de justice en 2002. Cette décision historique et qui avait été saluée par Kofi Annan, qui d'ailleurs jouait le rôle à la fois de médiateur entre les différentes parties, mais il travaillait également à apaiser les tensions. Et c'est à la suite donc de cette victoire, si vous vous souvenez, Maurice Kamto entre au gouvernement en 2004 comme ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Nous sommes en 2004. Mais pour faciliter l'implémentation de l'arrêt de la Cour internationale de justice de 2002, il y a une commission mixte entre le Cameroun et le Nigeria qui est mise sur pied. Le travail de cette commission est en réalité de suivre le processus à la fois le processus de démarcation de la frontière, parce que c'est comme c'était un territoire discuté entre les deux parties, il devenait important, après la décision de la CIJ, de tracer définitivement la frontière qui devra séparer le Cameroun et le Nigeria. Au-delà du processus de démarcation, il fallait par ailleurs entreprendre un ensemble de projets qui devaient à terme permettre aux populations de cette zone qui pendant longtemps ont vécu comme étant des Nigérians de commencer à s'identifier comme Camerounais. Et donc, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi dans cette zone, à la fois par l'État du Cameroun, mais également par les pays frères et amis dont tout à l'heure on citera des noms. Dans le cadre donc, de cette démarcation, le principal travail de Maurice Kamto au ministère de la Justice consistait à veiller à l'application de cette résolution. Mais voilà 20 ans. 20 ans que la décision a été rendue par la Cour internationale de justice, mais jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire que Bakassi soit entièrement camerounais dans les faits, parce que si d'un point de vue du droit, Bakassi est camerounais, maintenant, dans le mode de vie des populations, dans la manière dont elles se représentent, ils se sentent beaucoup plus nigérians. Ceux qui sont allés dans cette zone vous diront, par exemple, que ce sont les radios et les télévisions qui sont écoutés de ce côté-là. On vous dira, par exemple, que parfois, il n'y a même pas la présence des drapeaux camerounais. Donc, l'État du Cameroun est presque absent. Donc, cet État est absent, premièrement, mais en plus de cette absence-là, il n'y a pas eu un travail de rapprochement. Je me souviens encore, il y a quelques années, il y a tout un ensemble de révélations que j'avais faites. Je travaillais pour le quotidien Mutation, où il y avait eu des budgets colossaux en termes de milliards qui avaient été alloués à plusieurs ministères, l'administration territoriale, tourisme, ministère de la Défense, ministère de l'Éducation, pour viabiliser la péninsule de Bakassi. Et les détournements avaient été très, très importants. Donc, beaucoup de ministres qui se sont succédés entre 2006 jusqu'à ce jour, jusqu'en 2014, si j'ai bonne mémoire, ont volé l'argent qui était destiné à maintenir Bakassi côté camerounais, du moins à mener les populations à mieux s'identifier au Cameroun.
Mais aujourd'hui, la situation est plus complexe. Elle est plus complexe parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment révélé. C'est qu'il y a une réunion, il y a 3 mois, au mois d'août, de la commission mixte entre le Cameroun et le Nigeria. Je prends le temps de vous lire ce communiqué. Ça n'a pas été diffusé, suffisamment diffusé, mais je vous lis d'abord la version en français, qui est allégée. Communiqué adopté lors de la 34e session de la commission mixte Cameroun-Nigeria, créée en application conjointe du 15 novembre 2002 à Genève. Abuja, le 26 août 2002. La commission mixte Cameroun-Nigeria, mise en place en application du comité conjoint, adopta la réunion du sommet de Genève tenue le 15 novembre 2002 entre son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, et son Excellence Olusegun Obasanjo, alors président de la République fédérale du Nigeria, en présence de son Excellence Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, a tenu sa 34e session ordinaire à Abuja les 25 et les 26 août 2002. Son Excellence Anadif Mahamat Saleh, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel et président de la commission mixte Cameroun-Nigeria, a présidé les délibérations de la session. Le ministre Michel Zoua et le ministre de la Justice et procureur de la Fédération Aboubakar Mamali San conduisaient respectivement les délégations du Cameroun et du Nigeria. Retenez déjà cet aspect. Retenez déjà ceux qui conduisaient les délégations du Cameroun, la délégation du Cameroun, Michel Zoua. La commission, on poursuit. La commission mixte a examiné et adopté le rapport de la 33e réunion de la sous-commission de la démarcation. Elle a félicité la sous-commission de la démarcation et l'équipe technique mixte qui sont parvenus à un accord sur le tracé de la frontière dans le village de Maba. Les partis n'ont pas eu la même compréhension des dispositions de l'arrêt de la Cour internationale de justice fixant la frontière dans les localités de Rumski, Kodja et la Borne 8. Je répète, les partis n'ont pas eu la même compréhension des dispositions de l'arrêt de la CIJ fixant la frontière dans les localités de Rumsi, Kodja et la Borne 8. La commission mixte a décidé de référer la question à la Cour internationale de justice pour interprétation. Les partis se sont engagés à respecter et à appliquer toute décision issue de cette interprétation. La commission mixte a examiné et adopté le rapport de la réunion du comité de pilotage du projet d'abordement tenu à Abuja le 28 août 2022. Elle a félicité le comité de pilotage du projet et l'équipe technique de suivi pour l'avoir réalisé la construction de 327 bornes supplémentaires dans les monts Atlantika qui a été approuvé par la commission mixte. Elle a également félicité les partis pour les mesures de sécurité renforcées mises en place. La commission mixte a pris note du budget. Bon, je vous passe ces aspects et la 35e session se tiendra à Yaoundé à une date qui sera communiquée par voie diplomatique. Quand vous écoutez ça, il y a donc un élément que les gens n'ont pas suffisamment pris en compte, c'est que l'affaire n'est pas finie. Il est donc clair, si l'on s'en tient à la réunion, et ceci, donc on ne connaît pas le contenu du document que Kamto a remis. Mais ceci est le communiqué qui est sorti, qui n'a pas été suffisamment distribué, qui était encore dans un cercle. Ceci, c'est le communiqué qui dit clairement, dans son point, plus spécifiquement, dans son point 4, autant pour moi, non, dans son point 3, que les partis n'ont pas eu la même compréhension des dispositions de l'arrêt de la CIJ fixant la frontière dans les localités de Rumsi, Kodja et Borne 8. Ainsi, on comprend dès lors que l'affaire va
retourner à la Cour internationale de justice parce que ni le Cameroun ni le Nigeria ne s'accordent. Ceci est la version officielle. Je vous lis ce que dit la presse nigériane. Je vous lis ce que dit la presse nigériane. Et c'est là où vous comprenez que le Nigeria, en réalité, n'a jamais digéré d'avoir perdu la péninsule de Bakassi. Donc, ils vont travailler pour pouvoir gagner le maximum d'espace possible parce qu'il s'agit d'une péninsule très riche. Sous Malami, Malami, c'est le ministre de la Justice au Nigeria. La question controversée de la péninsule de Bakassi qui a été perdue pour le Cameroun à la Cour internationale de la Haye a attiré davantage d'attention vers la résolution et une mise en œuvre utile grâce à la délimitation de la frontière pour plus de clarté. La région a été toujours une source de conflit évitable avec notre voisin, tandis que la tentative du Cameroun de s'accrocher au jugement pour revendiquer, même au-delà des limites acceptables, se heurte à la résistance de Malami. C'est-à-dire que les Nigériens estiment que le Cameroun tente de s'accrocher au jugement pour revendiquer, même au-delà des limites acceptables, et que Malami s'oppose à cela, qui est retourné à la Haye pour l'interprétation de certaines parties du jugement ou des coordonnées défectueuses à Rumsky, pilier 8 Kodja, même certaines régions du pays, au-delà de l'acceptabilité. Au-delà de l'acceptabilité imaginable, au risque d'être revendiqué par nos voisins. C'est-à-dire que pendant que nous, au Cameroun, nous sommes en train de jouer, nous sommes en train de nous distraire, nous sommes en train de nous entretuer, de mettre en prison des individus qui manifestent pacifiquement, je parle là des prisonniers politiques. Au Nigeria, on est en train de travailler sur des mécanismes de récupération, au moins d'une partie de Bakassi qu'ils ont perdu. Chers amis, je ne sais pas si on comprend, les Camerounais comprennent la gravité de ce qui est en train de se passer. Donc, on a là donc l'une des victoires du Cameroun, du moins du régime Biya, qui est en train de s'effriter. Elle s'effrite parce qu'on a un ensemble d'incompétents, on a un ensemble de gens plus portés vers le vol, vers la corruption, vers la conservation du pouvoir, plutôt que de la protection des intérêts de la nation. Et là, donc, ce problème qui touche les enjeux liés à la souveraineté nationale se retrouve aujourd'hui devant la Cour internationale de justice. Donc, le Cameroun ne peut même plus dire. C'est-à-dire qu'on va attendre, on va encore attendre que la Cour internationale de justice se prononce de nouveau sur au moins ces 3 territoires. Mais ces 3 territoires ne sont pas des territoires fortuits. Ce sont des territoires très riches qui sont donc potentiellement des ressources pour ces différents États. Et le Nigeria ne compte pas perdre ces espaces. Donc, on va retourner à la Cour internationale de justice. Et les Nigérians déjà commencent à faire pression. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Et tout à l'heure, je vous demandais de retenir les noms de ceux qui conduisent la délégation. Vous avez donc vu que au Nigeria, celui qui est à la tête de la délégation, c'est qui conduisait la délégation qui est allée s'asseoir pour discuter et négocier des intérêts nationaux. C'est M. Aboubakar Malami. Aboubakar Malami, qui est ministre de la Justice et procureur général de la Fédération du Nigeria. Donc, les Nigérians ont envoyé le ministre de la Justice et procureur pour aller négocier avec la partie camerounaise. Mais qui représente la partie camerounaise? C'est un certain Michel Zoua. Qui est Michel Zoua? Ancien ministre des Sports et professeur. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses sur lesquelles les Camerounais doivent s'indigner. Les Camerounais doivent s'offusquer.
Il y a des choses qui relèvent de l'inimaginable. On ne peut pas traiter des affaires aussi graves, des affaires qui engagent la vie de toute une nation, des affaires qui portent sur des intérêts géopolitiques, géostratégiques, économiques aussi importants, et les banaliser simplement. Comment on peut accepter que un ministre des Sports, professeur de lycée, aille discuter ou conduise la délégation de l'État du Cameroun qui doit négocier les questions de démarcation des frontières? On n'a rien contre le ministre, le ministre soit, mais à chacun sa place dans un pays, les amis. À chacun sa place. Donc vous vous rendez très bien compte que c'est ce qu'ils ont fait depuis plusieurs années. Depuis donc plusieurs années, ceux qui se retrouvent en train de négocier avec les Nigérians, ce sont principalement des gens qui n'ont pas de compétences. Et face à une telle situation, comme ils n'ont pas de compétences pour expliquer les textes, pour expliquer la décision de la Cour internationale de justice, ils se voient donc opposer des arguments techniques des Nigérians qui ne comprennent pas. Et les Nigérians, observant la faiblesse des Camerounais au niveau des négociations, s'attaquent aujourd'hui à la décision. Ça, c'est de l'incompétence. Et il faut le dire. Donc, ce qu'on sait, c'est que Maurice Kamto, au courant de la situation et de ce développement, parce que la Cour internationale de justice a déjà été saisie dans cette affaire au moment où nous parlons, Maurice Kamto a déposé un courrier. D'après certaines sources, le courrier pourrait contenir ce que le gouvernement du Cameroun doit faire. Parce que Kamto est la personne la plus habilitée, notamment il a conduit, du moins conduit techniquement, la délégation camerounaise qui a permis au Cameroun de gagner Bakassi. Mais il n'a plus été consulté depuis qu'il est sorti du gouvernement. Mais il continue en tant qu'homme d'État, et d'ailleurs il aspire naturellement à gouverner, donc il doit suivre. C'est une démarche tout à fait normale, le dossier. Donc il se pourrait, d'après certaines sources, que c'est un ensemble de propositions qui sont formulées. Donc, Kamto ne dira jamais ce que contient ce document. Il faut en être sûr. C'est-à-dire que c'est un homme qui est comme ça, c'est un homme qui a à la fois une haute image de l'État, il a une haute considération de la fonction de chef d'État, de la gestion des affaires d'État. Donc, il ne dévoilera jamais le contenu de cette lettre. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est sur Bakassi. Donc, vous voyez très bien que ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire que les gens ont tenté d'épiloguer, ils ont tenté de rire. Le fait que le ministre de l'époque, qui a principalement suivi ce dossier, puisse se rendre au palais. Pourtant, cohérent avec lui-même, Kamto montre par contre, en se rendant à la présidence, déposer un courrier sur cette affaire, il montre qu'il est un vrai patriote. Au lieu de chercher à polémiquer inutilement, au lieu de s'engager dans des railleries, les Camerounais devaient plutôt s'indigner du laxisme, devaient plutôt s'offusquer du fait que ceux qui ont en charge de la protection de leurs intérêts les abandonnent. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une phase où, si techniquement les Camerounais s'amusent, nous pouvons perdre des territoires de Bakassi, des territoires que nous avions gagnés il y a 20 ans. C'est de l'incompétence, c'est un nouvel échec qui se profile à l'horizon. Et pour voir donc l'embarras de ce gouvernement, le gouvernement est embarrassé parce que le cours politique de Kamto est intéressant. C'est-à-dire que ceux qui ont fait fuiter l'information selon laquelle Maurice Kamto s'est rendu au palais pour déposer un courrier, ils ont fait fuiter l'information pensant que
l'information devait le desservir. Parce qu'également, on vit dans la société du tous pourri. On vit dans la société où les uns et les autres ont tendance à vouloir penser que tous les Camerounais sont pareils, tous les Camerounais sont ripoux, tous les Camerounais manquent de conviction, tous les Camerounais ne sont pas sérieux, tous les Camerounais sont corrompus. Donc, c'est cet imaginaire en réalité de l'échec, c'est un peu la théologie de l'échec, qui structure nos représentations et qui a amené les gens à vouloir se moquer de ce déplacement. Mais quel est l'effet inverse? L'effet inverse, c'est que non seulement Camto a remis ce document à un moment où M. Biya n'est pas là, il est à Genève. Or, ceux qui gèrent l'État du Cameroun, ces incompétents, avec en tête de file Ferdinand Ngongo, qui était d'abord un étudiant très médiocre à lyrique, auraient pu cacher ce document. Donc, le simple fait qu'il y a eu de la publicité autour de ce document a certainement amené M. Biya et ceux qui étaient à Genève à demander ce que contenait la lettre de Camto. Donc, demain, M. Biya ne pourra pas dire, au cas où nous échouons à la Cour internationale de justice, qu'il n'était pas informé des démarches du Nigeria, mais plus grave, qu'il n'y avait pas eu de solution dans le cadre de cette affaire. Parce que c'est certain que, connaissant le dossier, Maurice Kamto a fait des propositions à M. Biya pour la gestion. Donc, c'est un coup politique majeur, au fond. C'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant que, en introduisant cette démarche, Maurice Kamto confirme qu'il a une bonne maîtrise de la notion de l'État, de la notion d'homme d'État, et qu'il est toujours prêt à servir. Cependant, le régime se retrouve dans un dilemme. Le dilemme est le suivant. C'est qu'ils ont diabolisé systématiquement Maurice Kamto depuis sa sortie du gouvernement en 2011. Ils ont travaillé à créer la rupture entre eux et lui. Aujourd'hui, il y a près de 200 militants de son parti, et j'ai une pensée particulière pour Bibou Nissak et le professeur Alain Foguet, ainsi que tous ceux qui les accompagnent. Il y a 200 prisonniers politiques qui se retrouvent dans les geôles simplement pour avoir dénoncé les détournements que M. Biya reconnaît. Parce que s'il lance des investigations, c'est parce qu'il a assez d'informations que l'argent de la canne a été détourné. Donc, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont dit à M. Biya, des gens détournent cet argent. Et on les met en prison parce qu'ils disent ça. Par derrière, M. Biya lance des enquêtes. Donc, il demandait cela. Il demandait la paix au Nozo, qui fera l'objet du discours de M. Biya demain. Pourtant, au même moment, des gens sont en prison parce qu'ils réclamaient la paix au Nozo. Et donc, tout cela les amène aujourd'hui à avoir de la difficulté à aller repartir vers Maurice Kamto. C'est un dilemme hautement politique. Il est d'autant plus politique que s'ils vont voir Kamto, s'ils prennent conseil chez Kamto, ils crédibilisent à la fois sa stature, qu'ils ont même parfois tenté de contester dans ce dossier, notamment le dossier de Bakassi, mais également d'un point de vue politique, ils lui permettent de confirmer, de consolider sa dimension d'homme d'État. Donc, le dilemme politique actuellement est complexe pour le régime. Et c'est le problème lorsqu'on a une gouvernance de sauvage, lorsqu'on travaille en réalité à se couper de ceux qui peuvent être utiles dans un pays. Aujourd'hui, on doit résoudre, on va revenir aux discussions techniques sur le dossier de Bakassi pour ne pas perdre des territoires très riches. Nous avons besoin des experts, nous n'en avons plus assez, nous n'avons presque pas. Celui qui reste sur la scène,
c'est Maurice Kamto. Mais comment faire pour repartir? Et pour vous dire la complexité qu'il y a dans cette affaire, c'est que, c'est vrai qu'au-delà même de la complexité, c'est qu'il y a même de l'insouciance, du mépris, vous voyez, et peut-être également de l'incompétence, parce que le fait qu'on envoie même Michel Zoua déjà traduit un niveau d'incompétence. Au-delà de l'insouciance, il y a également de l'incompétence, de la bêtise. Mais pour vous dire politiquement, c'est que dans un gouvernement sérieux, dans un pays sérieux, vous aurez eu le ministre de la Justice qui serait allé. Vous aurez eu un gouvernement qui aurait commencé à contacter des experts pour dire nous avons une bataille juridique qui se profile à l'horizon pour la souveraineté du pays. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous aurez eu le ministre de la Communication qui serait déjà sorti faire une précision sur l'affaire. Ou encore en compagnie du ministre des Relations extérieures. Parce qu'on parle quand même de l'une des plus grandes victoires diplomatiques. Vous savez, cette décision avait été accueillie favorablement, avec beaucoup d'enthousiasme par la communauté internationale, parce que elle entrait dans le sillage de la matérialisation d'un règlement des conflits frontaliers entre acteurs, non plus par la guerre, par la violence armée, mais par la discussion et par le droit. Donc, or là, on avait donc cette belle victoire diplomatique et politique, mais qui peut être remise en cause. Et que va faire le régime de M. Biya? Que va faire le régime de M. Biya? D'autant plus qu'ils ont à la fois honte, ils ont peur de donner une position à Kamto qu'ils ont toujours tenté de retirer. Or, aujourd'hui, ils sont dos au mur. Donc, le principal bénéficiaire, en réalité, s'il n'avait pas publié cette photo, s'il n'avait pas voulu humilier Maurice Kamto, le sujet n'aurait peut-être jamais été à l'ordre du jour. Peut-être qu'on n'en parlerait même pas. Beaucoup de Camerounais n'auraient même pas été au courant qu'il y a en réalité une procédure qui va s'ouvrir au niveau de la CIJ. Mais en publiant la photo, ils ont crédibilisé l'affaire et ils ont placé le régime dans une certaine ambiguïté. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. On annonce la prochaine réunion sur Bakassi à Yaoundé. Ce sera la 35e session. C'est clair que des choses vont évoluer. Peut-être Maurice Kamto sera consulté, mais il est évident que le régime ne se sent pas bien. Le régime ne se sent pas bien. Mais l'incompétence de ce régime peut nous coûter cher. Et je dis, il est inadmissible que pendant qu'autour d'une table, le Nigeria est représenté par son ministre de la Justice, on va chercher un professeur de lycée, ancien ministre, pour venir discuter de Bakassi, les amis. C'est même indécent intellectuellement. C'est-à-dire que ceux qui gèrent ce pays, Gongo et sa clique, ont un tel niveau de mépris pour l'État. Ils ont un tel niveau d'insouciance. Ils ont un tel niveau d'absence de considération pour les intérêts de la République que c'est simplement indécent. On ne peut pas vouloir vendre un pays de cette manière. À un moment donné, des gens devront rendre compte des actes qu'ils prennent. Même ce sur quoi M. Biya pouvait se vanter, malgré ses 50 ans, ses 40 ans de pouvoir, ils sont en train de détruire cela. Parce qu'il y a un risque. Le risque, c'est que si vous avez au Nigeria, dans les prochaines années, un gouvernement d'extrême droite, un gouvernement réactionnaire, ils peuvent arriver là et dire qu'ils n'accepteront pas la décision de la CIJ.
Et donc, on va repartir potentiellement dans cette configuration-là vers un conflit militaire. Mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que pendant 10 ans, parce que depuis que Kamto est sorti du gouvernement, ces gens qui nous gouvernent ont abandonné un dossier aussi important, un dossier, un espace où il y a autant de ressources pour se concentrer à piller l'État à Yaoundé. Voilà donc pourquoi Kamto s'est rendu au palais. Vous comprenez donc que ça ne peut pas être un sujet de raillerie. On ne peut pas jouer, on ne rit pas de tout. On ne rit pas de tout dans la vie. Il y a des enjeux qui couvrent des générations et des générations de Camerounais. Et parfois, il faut se battre pour les préserver. Je pense que nous avons assez, ou d'une certaine manière, largement épilogué sur cette affaire. Et aujourd'hui que les choses sont plus claires, il est temps que nous observions dès lors comment le gouvernement réagira ou comment les autorités de Yaoundé réagiront. Maintenant,